Bonjour et bienvenue à ce plateau Focus qui convoque la parole officielle du Bénin pour clarifier sa position alignée derrière celle de la CEDEAO sur la crise au Niger. Le sujet est délicat, oui. Il confronte les chefs d'État de la CEDEAO à un dilemme. Après la menace d'un rétablissement par la force du président élu Bazoum dès les premières heures du putsch qui le tient otage, leur dernière position d'une intervention militaire au bout du dialogue n'en finit pas de susciter des critiques exacerbées dans les opinions africaines. Les panafricanistes n'y voient rien de moins qu'une manipulation de puissances occidentales plus friandes des ressources nigériennes que toute autre intention démocratique vertueuse ou généreuse. Quelle lecture donc les dirigeants de la CEDEAO, en tout cas celui du Bénin Patrice Talon, connu pour son pragmatisme et son attachement aux intérêts de son pays, eh bien, que pense-t-il des appréhensions des opinions anti-interventionnistes? Quel est le sens concret de la position de la CEDEAO dont est solidaire le président béninois Patrice Talon? Comment appréhende-t-il la portée de la position de la CEDEAO dans la sous-région? Question à poser entre autres au porte-parole du gouvernement. Vous êtes en vacances, M. Wilfried Ngouidi, avec le gouvernement. Un point de repos tant qu'il y a du feu. Tant que la République nous appelle, il n'y a pas de vacances. Voilà. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Tant il est vrai que le service binôme de la parole sur un sujet aussi délicat serait préjudiciable face à des opinions exacerbées, je l'ai indiqué. Je serai dans cet exercice accompagné par mon confrère François-Xavier Noumon de ETélé. François, bonjour, merci d'accepter de m'accompagner dans cet exercice. Bonjour Osias, bonjour Wilfried Ngouidi. Bonjour. Alors, j'ai décliner deux axes de nos échanges. Le sens et la portée de la position de la CEDEAO dont le président béninois est solidaire. Commençons par le sens, pour essayer de comprendre, de saisir pourquoi la CEDEAO s'est montrée tout de suite intransigeante au lendemain dès l'annonce du coup d'État, tenu d'ailleurs au départ comme une prise d'otage du président Bazoum. Tout de suite, la CEDEAO a brandi la menace de la force, d'une intervention militaire. Pourquoi cette intransigeance tout de suite? Mais en fait, M. Sonouvo, si vous avez bien lu la déclaration de la CEDEAO à l'issue de son sommet extraordinaire d'Abuja, la CEDEAO avait d'abord donné un ultimatum aux militaires ayant fait éruption sur la scène au Niger. Elle n'a pas exclu les voies de discussion, de médiation, et elle a indiqué qu'en tout état de cause, elle n'excluait pas le recours à l'usage de la force au cas où ces militaires n'entendraient pas raison. Donc la CEDEAO, dès le départ, n'a pas été dans l'intransigeance absolue. Elle a indiqué qu'il y avait des étapes qu'elle entendait explorer et qu'à défaut de solution, elle recourait à la force. François, on a quand même observé une certaine raideur des deux côtés, en fait. Un ton martial de la part du président Tinubu. C'est pas la première fois qu'il y a des putschs sur le continent. Mais on a vu que cette fois-ci, dès les premières déclarations, que la CEDEAO, à la faveur du leadership de Tinubu, affiche une certaine position martiale, utilisation de la force. Pourquoi cette singularité-là? Non, vous devez avoir observé parce que vous êtes quand même un commentateur majeur de l'actualité et vous savez aussi suivre les instances régionales, continentales ou internationales. Peut-être parce que vous voyez que le président Tinubu venait d'arriver aux responsabilités dans son pays et presque aussitôt, il a été porté à la tête de la CEDEAO à la faveur de la présidence tournante de l'institution et que le ton qui a été donné vous a semblé particulièrement, je vais dire... particulièrement tranchant par rapport à ce que vous avez eu l'habitude d'entendre. Peut-être que la personnalité du président Tinubu se matérialise à travers cette déclaration, ce ton aussi, mais sur le principe, la CEDEAO a toujours été contre les coups d'État, contre les putschs, et l'exemple nigérien ne fait pas exception à cette position doctrinale de la CEDEAO. Mais au fond, faisons et osons faire le débat de principe. Est-ce que les coups d'État sont admissibles dans nos pays encore aujourd'hui au XXIe siècle? Est-ce que les Africains doivent s'accommoder du retour des militaires au pouvoir, non pas par la voie des urnes, mais par la voie des armes? Mais il se trouve que les opinions s'enthousiasment de l'éruption de putschistes à la tête de certains de nos États. Nos pays, depuis au moins plusieurs décennies maintenant, ont fait le choix
de la voie de la démocratie comme voie d'expression des peuples et voie de conquête et d'exercice du pouvoir politique. Oui. Nous ne sommes plus dans les années 50, 60, 70 où parfois la politique apparaissait comme une jungle où votre adversaire qui a été défait dans les urnes pouvait aller fomenter un coup avec des syndicalistes ou des militaires pour vous dégager du pouvoir, et cela passait à l'époque comme étant quelque chose de normal. Mais depuis, le vent a tourné et nous sommes engagés dans des processus démocratiques. La démocratie, on nous l'aura suffisamment enseigné à nous tous. Ce n'est peut-être pas un bon système, mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes politiques qui existent. Et quand on est en démocratie, où les populations ont la possibilité de se rendre aux urnes, de désigner quelqu'un à qui elles confient les destinées de leur pays, elles ont aussi subséquemment le droit de révoquer cette personne à l'occasion d'une prochaine élection quand elles ne sont pas satisfaites. La population trouve peut-être le temps, non? Le bulletin de vote, c'est l'instrument majeur que la démocratie met entre les mains des populations pour leur dire « appréciez la gouvernance, appréciez l'action de ceux que vous avez élus ». Vous les validez ou vous les sanctionnez en fonction de l'atteinte des résultats ou des objectifs que vous leur avez fixés. Il n'appartient pas aux militaires, en processus démocratique, de s'interposer entre le peuple et les dirigeants pour s'accaparer, in fine, le pouvoir en faisant croire qu'ils sont les meilleurs garants de la démocratie. Non, ça n'est pas de ça qu'il est question. Autrement, c'est un leurre. C'est un leurre. Est-ce que vous seriez d'accord, M. Sounouvo, parce qu'on peut vider le débat sur les principes avant que de continuer pour que tout le monde soit au même niveau d'appréciation et de compréhension de ce dont il s'agit. Est-ce que vous seriez d'accord, M. Sounouvo, que à l'échelle d'une commune, par exemple, à l'échelle d'une commune, le maire élu, quelque temps après, soit déposé parce que son adversaire qui a été battu se serait entendu avec peut-être le commissaire central de la ville ou le directeur départemental de la police républicaine pour dire « c'est un mauvais maire, il gère mal, j'aurais dû être à sa place, on lui fait un coup d'État et je m'installe ». Vous n'entendrez pas cela, ça vous choquerait. De même, vous n'entendrez pas qu'on dise « bon, tel qui a été élu député dans la circonscription, finalement, il ne représente pas valablement les intérêts des populations. Moi, son adversaire qui a été aux élections et qui n'est pas gagné, je ferais mieux. Il faut qu'on le dépose et peut-être le député, il va en vacances ou en week-end dans sa circonscription, il est séquestré, on dit bah, demain il n'est plus votre député, c'est moi votre député. Vous ne l'entendrez pas. De la même façon, pour revenir à une dimension peut-être plus individuelle, plus personnelle, regardez dans nos familles, dans nos collectivités, on a des chefs de famille, dans des organisations sociales, comme chez vous, dans vos entreprises, on a des responsables. Seriez-vous d'accord qu'un chef de famille, parce qu'il y a quelques mécontents dans la famille, soit séquestré, quand dit il n'est plus notre chef, c'est moi, parce que moi j'ai la force, ou j'ai pris quelques gros bras du quartier, ou d'un quartier chaud de la ville, et je dis, venez le déposer. Ces exemples, qui peuvent paraître peut-être trop posés, mais en réalité, restituent bien de quoi il s'agit. Parce que si ça se passe au niveau national, pourquoi cela ne se passerait-il pas à des niveaux déconcentrés, niveau infra, comme vous dites? Pourquoi? Donc, si on est d'accord que cela ne devrait pas se passer ainsi, au niveau de la commune, au niveau de la circonscription électorale, au niveau de la famille, au niveau de nos organisations professionnelles, cela ne devrait pas non plus se passer au niveau de nos États parce que nous avons fait le choix de la démocratie et qu'en démocratie, il appartient au peuple de décider. La démocratie est perfectible, comme tous les systèmes au monde. Mais ce sont les erreurs, ce sont les manques, ce sont les insuffisances qui secrètent la perfection au fur et à mesure du système pour qu'à terme, on dise « Ah oui, nous progressons globalement ». Mais finissons là-dessus. Vous avez suivi dernièrement la réforme des retraites en France. Vous avez suivi ça. Avec autant de cristallisation du débat politique, autant de critiques sur un projet majeur du gouvernement et du président Macron qui a tenu en disant c'est un projet qui est bon pour la France, je vais le conduire à son terme. Est-ce que vous auriez été d'accord que les militaires français fassent irruption sur la scène pour dégager le président Macron? Ça ne passerait même pas la tête à l'idée du militaire français qui est républicain et qui sait que son rôle, c'est de défendre la patrie et qu'il appartient aux politiques d'administrer la cité.
Entre eux, les querelles sont normales. Les challenges sont permanents. Si à la fin, le peuple n'est pas satisfait, le peuple va sanctionner le camp qui est au pouvoir et passer le pouvoir à un autre qui viendra faire ses preuves. Donc, le militaire français n'a pas eu l'idée, dans un contexte aussi chrysogène, d'aller dire au président Macron, ben, le pays est en danger, on est dans l'instabilité, je vous dégage. Regardez, vous me direz, peut-être que oui, mais quand il y a un coup d'État, en Afrique, on voit souvent les populations descendre dans la rue pour apprécier, pour applaudir, ce qui veut dire que c'est des coups d'État populaires, ratifiés par la population. Je vous dirais non. Et il faut faire attention, il faut savoir lire aussi. Si je vous demande à vous de me donner l'exemple d'un seul pays où avant l'avènement d'un coup d'État, d'une prise d'otage des responsables élus, on a vu les populations descendre dans la rue et appeler les militaires à prendre le pouvoir. Si je vous demande un seul exemple, vous passeriez des journées ici et vous n'en trouveriez pas. Parce que, justement, cela ne se passe pas ainsi. Sauf peut-être, au Brésil dernièrement, quand l'ancien président a été battu et que ses partisans ont entendu contester, ils ont manifesté et parfois ils ont appelé l'armée à intervenir. Mais vous avez observé que l'armée brésilienne ne s'est pas mêlée du jeu. L'armée brésilienne a considéré que sa position, c'est de garantir la sécurité, l'intégrité du pays et qu'il appartient aux politiques de gérer leurs querelles. Ils ont fini et le président dont les partisans ont fait ça, la justice a démontré qu'il était lui-même impliqué et il a été jugé et condamné sans qu'aucun militaire ne pense à aller s'en prendre au président actuellement en exercice. Donc c'est aussi simple que ça. Et ça veut dire que dans nos pays aussi, vous le voyez, personne ne voit des populations se lever et dire « Militaires, intervenez pour déposer le président parce qu'il ne nous représente plus ». Et puis, au demeurant, les scènes que vous voyez a posteriori, j'aime à dire que tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Si vous organisez une élection aujourd'hui et qu'un président se fait élire avec 70 ou 80% des voix, il y aura quand même 20% des électeurs qui n'ont pas voté pour lui. Qui seront frustrés. Si par extraordinaire, le lendemain de son élection, il y avait un coup d'État, vous pensez que la rue serait déserte? Les 20% qui n'ont pas voté pour lui, là, peut-être la moitié, les 2 tiers ou l'intégralité iraient dans la rue pour applaudir et dire c'est un très bon coup d'État parce que nous, on n'est pas d'accord avec lui. Peut-être pas non plus, monsieur le porte-parole. De la même façon, celui qui est en situation et qui a des ressources, il peut vous mobiliser tout de suite des gens pour venir entonner le refrain qu'il a envie que l'on chante. Comme on a vu aux États-Unis. Et donc, pour finir là-dessus, les insatisfactions des populations, les manques peuvent exister, peuvent générer des frustrations. Et oui, et que parfois, s'il y a une situation du genre, certains de bonne foi peuvent penser que c'est la solution et que leurs problèmes auront disparu. C'est faux. C'est en apprenant que nous deviendrons grands, que nous allons perfectionner, améliorer notre pratique de la démocratie afin que sur notre continent, de telles scènes n'interviennent plus. Nous avons besoin d'être aussi des pays majeurs, d'être un continent majeur et qu'on ne parle plus de nous à l'international comme étant ceux qui concentrent tous les maux de la planète. Nous ne sommes pas des damnés. Et du reste, le Bénin a commencé à le montrer depuis quelques années que grâce à notre travail acharné, nous pouvons collectivement transformer notre sort. Nous avons commencé modestement. Est-ce on va dire la particularité ou les conditions d'avènement de ce putsch qui ont induit cette réaction, on va dire, ferme de la CEDEAO, parce que la CEDEAO, on la targue d'un peu de tout, depuis les dernières occurrences, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, on a l'impression, en tout cas, d'une certaine inertie ou apathie, ou en tout cas la CEDEAO, disons, au final était restée quelque peu, disons, avec des réactions quelque peu poussives. Les sanctions, on a vu que ça a eu des résultats contrastés ici ou là, même si ça a pesé effectivement sur le comportement des uns et des autres. En quoi ce coup d'État du Niger est différent des autres? Parce qu'on l'a entendu, c'est le coup d'État de trop. Exactement. La patronne des affaires étrangères sénégalaise a dit ça explicitement. Ici aussi, on l'a dit. En Côte d'Ivoire, on le dit. En quoi ce coup d'État est de trop? Surtout qu'il n'y avait pas des alertes, de signaux de crise majeure, d'impasse politique qui aient pu
si je puis me permettre le terme, l'oser justifier voilà, ce putsch? Bien, je crois que les responsables de la CEDEAO ont des informations que vous et moi, nous n'avons pas toujours, que les populations n'ont pas toujours. Et pour revenir à l'espèce nigérienne, vous l'avez dit, M. Sounoubou, vous n'avez pas vu venir. On n'a entendu aucune crise, la manifestation de quelques mécontentements. Le président Bazoum est en place depuis 2 ans seulement, donc chacun peut être surpris. Les motivations réelles, du coup, peuvent avoir été obtenues par les chefs d'État, ce qui justifierait aussi cette attitude. Si, par exemple, au Mali et au Burkina, on a dit dégradation avérée de la situation sécuritaire, ce qui était observé par tout le monde. Absolument. Et qui n'a pas changé depuis que les coups d'État ont eu lieu, toute proportion gardée. Qu'est-ce qui a réellement changé dans ces pays sur le front antiterroriste? Tous les jours, pratiquement, nous sommes à déplorer des Africains, des citoyens de ces pays morts du fait du terrorisme. Donc, fondamentalement, qu'est-ce qui a changé? Au Niger, on avait encore le sentiment au moins que dans le Sahel, c'était le pays qui, avec plus ou moins de bonheur, tenait bon face au terrorisme. La politique mise en place par les autorités nigériennes dans la souveraineté de leurs décisions peut être appréciée à l'aune des résultats obtenus, peut être critiquée par les acteurs, mais c'est une décision nationale. Et la sous-région et le monde observent que, globalement, le Niger avait des résultats plus ou moins intéressants sur le front de la lutte antiterroriste. Donc, quand après, vous avez entendu que cette prise d'otage serait justifiée par une dégradation de la situation sécuritaire, chacun peut être étonné, et les chefs d'État de la CEDEAO ont dû être étonnés et chercher à savoir quelles étaient les motivations profondes. Et sans aucun doute que les ayant eues, sans pouvoir forcément les verser sur la place publique, ils se sont dit qu'il n'était pas question de laisser faire, autrement, c'est la porte ouverte à tous les désordres. Parce que un coup d'État peut en appeler un autre. Donc, de coup d'État en contre-coup d'État, comme c'est la loi du plus fort, ceux qui ont pris en otage aujourd'hui le président Bazoum et qui essayent d'installer leur machine, ils sont logistiquement en position de force. Mais si demain, une autre faction de l'armée nigérienne était plus forte et entreprenait un autre coup d'État, vous voyez, l'instabilité va en rajouter à l'insécurité et tout cela impactera négativement les conditions de vie des populations parce que cette instabilité ne laisse pas le temps à la gouvernance politique d'adresser les préoccupations des populations et de leur apporter des réponses pertinentes au quotidien. Donc, les chefs d'État de la sous-région font cela pour le bien du peuple nigérien, pour le bien du Niger, pour le bien de la sous-région. Parce que, et il faut le dire tout de suite, il ne s'agit pas de décision contre le peuple nigérien. Et comme certains ont pu dire, oui, la CEDEAO va en guerre, le Bénin va en guerre contre le Niger, je vous dis tout de suite que nenni. Le Bénin n'est pas en guerre contre le Niger, il ne s'agit pas et il ne s'agira jamais d'une guerre du Bénin contre le peuple frère du Niger. Le peuple frère du Bénin n'a rien contre le peuple frère du Niger. Le peuple nigérien et le peuple nigérian sont des peuples frères. Donc le Nigeria ne déclare pas la guerre au Niger. Il s'agit d'une action envisagée par la CEDEAO, je dirais en désespoir de cause, pour demander aux militaires en question de quitter la scène et de restaurer l'ordre démocratique. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc ceux qui ont pu dire, oui, ils vont affronter les populations, je vous rassure que dans la logique de la CEDEAO, il ne s'agit nullement d'une guerre contre les populations nigériennes. En attendant d'analyser les impacts possibles ou les portées multidimensionnelles possibles d'une intervention militaire, vous l'avez dit, un push peut en appeler un autre, créer de l'instabilité et donc générer des sources de crise, non seulement pas à l'intérieur du Niger, mais dans la sous-région. Déjà, la menace sécuritaire pourrait trouver là un boulevard pour se disséminer jusqu'à la côte. Quand on a fini de dire ça, quand on revoit les mesures économiques, fermeture de frontières, les populations de part et d'autre vont en souffrir et commencent déjà par en souffrir. Est-ce que là aussi, pour reprendre votre expression, mais dans un autre sens, en désespoir de cause, est-ce que ces mesures économiques de blocus ne sont pas des mesures désespérées ou désespérantes?
la CEDEAO, au regard, sans doute encore une fois, des informations en possession des chefs d'État, a entendu y aller très fermement pour montrer aux militaires ayant fait irruption sur la scène qu'elle n'entendrait pas ratifier ce qu'ils ont fait. Ces décisions ont malheureusement un impact avéré sur le peuple nigérien et c'est pour ça que le président Ouattara disait la dernière fois que les responsables de cette situation, ce sont les militaires en question. S'ils étaient dans leur rôle, on n'en serait pas là aujourd'hui. S'ils s'étaient contentés d'assurer la sécurité du président élu démocratiquement et de veiller à l'intégrité du territoire national, nous n'en serions pas là. Donc si on cherche des coupables ou des responsables à cette situation, c'est d'abord ceux qui, de façon indue, se sont portés sur la scène politique. Après, la CEDEAO, au regard des rapports qu'elle reçoit ou qu'elle recevra, appréciera bien la situation pour voir si demain, en face de l'entêtement des militaires, s'il faut passer à un autre niveau, s'il faut desserrer ici ou là, pour les populations, il appartiendra à la CEDEAO en toute souveraineté d'apprécier la situation. Mais dans l'immédiat, ce qu'il est utile de retenir, c'est que c'est l'action qui a appelé la réaction et que les vrais responsables, ce sont ces militaires qui ont fait irruption sur la scène politique. François Xavier, on peut l'entendre ainsi, mais dans des cas similaires, des sanctions individuelles ciblées aussi pourraient avoir été envisagées de manière pertinente. Et il y en a eu. C'est pour ça que je vous dis, la CEDEAO appréciera au regard de l'évolution de la situation. Toujours au sujet de ces sanctions, il y a bien évidemment ceux qui s'inquiètent de la répercussion ici chez nous. Est-ce que on pense bien que le gouvernement, dans sa prise de décision, en tout cas décision collégiale au niveau de la CEDEAO, a certainement pu apprécier la portée, les contre-coups éventuels. Parce que je me souviens très rapidement de la conférence de presse du président Ouattara au retour de la dernière session, et il disait qu'il provisionnait pour l'armée en cas d'intervention pour 3 mois. Donc si on revoit, on laisse l'option militaire de côté, on parle de sanctions, est-ce que nous sommes à même d'en supporter le contre-coup pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois au niveau du port et au niveau de la raréfaction de certains produits de première nécessité? Alors, si chaque pays de la CEDEAO devrait regarder ses intérêts propres, peut-être que la CEDEAO n'aurait pas été jusque-là. Nous sommes un certain nombre à partager des frontières avec le Niger. Tous les pays membres de la CEDEAO ne partagent pas de frontières avec le Niger. D'autres ont des relations économiques particulièrement fournies avec le Niger. Et si chacun devrait regarder ce qu'il gagnerait ou ce qu'il perdrait, peut-être que la CEDEAO n'aurait pas montré cette rigueur et cette unité d'action face à ce qui n'est pas permis. Et il faut toujours le souligner de 2 traits. En ce qui concerne particulièrement le Bénin, oui, je le redis, le Niger, c'est un pays frère et ami. Le peuple nigérien, c'est un peuple frère du Bénin. Et nous n'avons aucune satisfaction à voir le peuple nigérien souffrir, parce que ce n'est pas la faute du peuple nigérien. Nous avons des rapports économiques, c'est vrai, parce que le Niger utilise le port de Cotonou pour une bonne partie de ses approvisionnements en ce qui concerne le nombre de produits venant de l'extérieur. Nous regardons cela aussi. Et nous avons travaillé ces dernières années, vous en êtes témoins, à améliorer la gestion de notre port, à diversifier les partenariats. Nous avons quand même subi pendant plus d'1 an la fermeture des frontières avec le Nigeria. Et contrairement aux prophéties macabres, le pays a tenu. Ici, ce qui nous intéresse tout particulièrement encore au Niger, c'est que, regardez, nous parlons bien de la bande du Sahel. Les tentatives d'incursion terroriste que nous observons chez nous et qui, fort heureusement, sont contenues par nos forces de défense et de sécurité, nous viennent essentiellement aujourd'hui de la frontière avec le Burkina. Si jamais le Niger se délitait que l'instabilité en rajoute à l'insécurité, soyez convaincus que demain, sur la bande frontière avec le Niger, nous aurons ouvert un autre front de lutte antiterroriste. Cela nécessite beaucoup de moyens. Déjà, ce que nous faisons aujourd'hui, vous avez idée de tout ce qui est consacré. Et si demain, cela devrait se répandre par effet d'entraînement
sur la frontière avec le Niger, le Bénin regarde cela attentivement parce que nous savons que ça va nous obliger à renoncer peut-être à de grands projets de développement, à des projets d'amélioration des conditions de vie des populations pour consacrer les ressources à la lutte antiterroriste. Parce qu'il faut que le pays soit sécure, il faut qu'il soit entier et sauf pour que nous, citoyens, nous y vivions, que nous ayons des manques ou que nous ayons satisfaction à tous nos besoins. Donc, est-ce que nous faisons le choix qu'on laisse le Niger s'éclater totalement, que ça parte en vrille et que demain nous ayons mais vraiment une horde de djihadistes qui partent ou du Burkina ou qui passent par ce pays parce que la réponse sur place n'est pas adéquate et qui arrivent vers nous? Je crois que nous regardons tout cela. Et c'est ça qui justifie le président Talon, vous avez dit tout à l'heure sa position. Lui, il regarde bien, il est mieux placé que nous pour voir quels sont les intérêts du Bénin en présence et comment les défendre au mieux au sein de la communauté. À l'intérieur de la communauté, nous sommes un partenaire fiable. Partout où le Bénin est présent, si on ne veut pas être présent, on n'est pas présent. Mais si on est présent, nous sommes un partenaire fiable et nous jouons notre partition à la satisfaction de l'ensemble et en préservant les intérêts de notre pays et de nos populations. J'ai bien envie qu'on revienne sur la question du principe. On est tous d'accord. Personne, même à commencer, a priori, je vais prendre le risque de croire que même les opinions, les peuples, les citoyens ne sont pas d'accord avec des prises de pouvoir par des coups de force. Parce qu'ils sont très attachés à la marche démocratique. On voit l'enthousiasme et l'attachement des populations, et le chef d'État l'a souvent dit d'ailleurs. Oui, vous prêchez, vous plaidez, vous êtes attachés à la démocratie, mais il faut aussi la bonne gouvernance. Je rappelle ça juste pour montrer combien nos populations africaines sont attachées à la démocratie. Mais comme le dit l'un de nos proverbes, il ne faut pas regarder la chute, mais là où on a cogné le pied avant de chuter. Pour revenir à cette idée que, est-ce que ce n'est justement pas le déficit de démocratie ou des distorsions à la praxis démocratique qui amènent les peuples à malheureusement applaudir des coups d'État lorsque ça arrive, peut-être pouvoir établir un ordre démocratique plus sérieux? Dans sa dernière déclaration à l'issue du sommet extraordinaire, le chef d'État béninois n'a pas manqué d'aborder ce détail, même s'il ne voit pas la suite ou le traitement de la même manière. On va l'écouter. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons, en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Nous n'avons pas d'autre objectif parce que nous savons que le développement passe par la démocratie, passe par l'écoute du peuple, passe par la voix du peuple. Si nous laissons faire, notre sous-région va être désintégrée. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il faut que les communautés, les divers organes qui gèrent le Niger s'entendent quand il y a n'importe quoi pour que dans le dialogue, ils règlent les problèmes et non pas la force et non pas les armes. Cela est valable pour le Nigeria, pour le Bénin, pour le Sénégal, pour tous les pays, y compris les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue.
nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là, aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont réunis aujourd'hui, c'est notre objectif, et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant. Si on est dans l'impasse, je paraphrase, on sera obligé de recourir à la force pour combattre la mauvaise force. Mais enfin, est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO, à votre avis, ou quand vous délibérez, vous êtes proche du chef d'État béninois, lorsque vous délibérez, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont attentifs à l'angoisse des peuples, à voir la manière dont leur destin démocratique est géré au quotidien? Ça fait pratiquement rarement partie de leur ordre du jour quand ils s'assiedent. Je ne crois pas. Je ne crois pas, M. Sounouvou. Vous avez évoqué tout à l'heure un éventuel déficit démocratique qui ferait qu'en cas de survenue de coup d'État, les peuples applaudiraient. Vous voyez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, l'exemple français, qui a une démocratie de plusieurs siècles. Dans nos pays, au mieux, c'est 60 ans. Au mieux, pour les pays dont nous parlons, depuis 1960. Pour ceux qui n'ont pas connu de discontinuité dans leur processus démocratique, au mieux, c'est 63 ans. Ce qui veut dire que nos démocraties sont encore très jeunes, pour ne pas dire embryonnaires, par rapport à d'autres. On a l'excuse du temps d'apprentissage. Mais regardez l'exemple français que je vous ai donné. Est-ce que vous pensez que s'il y avait eu coup d'État, s'il y avait eu par extraordinaire coup d'État à l'occasion de la réforme des retraites, le peuple qui va applaudir, là, la partie du peuple qui va descendre et applaudir, vous pensez que ce serait parce qu'il y aurait déficit démocratique? Vous voyez l'exemple états-unien, avec tout ce qu'il s'est passé après la perte du pouvoir par le président Donald Trump. Si par extraordinaire, les militaires américains avaient dit « nous on veut rétablir l'ordre, on prend le pouvoir », les supporters de Donald Trump seraient sans doute descendus dans les rues pour applaudir. Est-ce que ça aurait été par déficit démocratique? Et voyez encore plus récemment l'exemple brésilien que je vous ai donné. Si l'armée était intervenue là, est-ce qu'on aurait dit que c'est par déficit démocratique? Non. Donc il ne faut pas se faire prendre à ce jeu, M. Sounouvou. La manipulation aidant, une partie du peuple peut être de très bonne foi et applaudir parce que du fait de ces manques, de ces insatisfactions, elle peut penser que la solution est enfin venue. Mais c'est un leurre et c'est pour ça que nous devons expliquer à nos peuples, à nos concitoyens, que c'est un processus, c'est une longue marche. La quête démocratique, elle est perfectible. A contrario, l'accaparement du pouvoir par les armes entraîne sur l'impasse justement. Parce que c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort du moment. Vous êtes plus fort, aujourd'hui vous avez pris le pouvoir. 10 jours après, quelqu'un d'autre est plus fort, il prend le pouvoir. 6 mois après, quelqu'un est plus fort que vous, il prend le pouvoir. 1 an après, il prend. Donc l'instabilité devient chronique. Et cela va engendrer ou en rajouter à l'insécurité. Et à la fin, c'est le peuple qui est perdant. Le peuple ne s'en sortirait pas. Les gouvernants n'auraient plus le temps, la latitude d'organiser l'administration politique de la cité. Eux, ils n'auraient pas les mêmes problèmes de manque que les peuples, et le peuple est le gros perdant dans cette affaire. C'est pour cela que, en démocratie, l'éducation citoyenne doit nous amener à comprendre que oui, nous faisons un choix pour 3 ans, pour 10 ans, pour 5 ans, pour 6 ans, pour 7 ans, c'est selon. Et quand nous avons fait ce choix, il y a de bons aspects et il y a de moins bons aspects. Et sur l'expérience, nous gagnons à améliorer la pratique sur les moins bons aspects, afin que, à la prochaine échéance, nous tenions compte du bilan, positif et négatif compris, pour faire nos choix, afin que, à l'étape d'après, nous ayons collectivement progressé. Mais si nous prétestons des manques du moment, pour dire, de toute façon, ça ne marche pas, il faut arrêter ça, on s'en sortira jamais et on n'y arrivera jamais. Donc, il n'y a pas d'excuse au XXIe siècle pour justifier un coup d'État, un push ou une prise d'otage. D'ailleurs, les militaires eux-mêmes en sont si conscients que il n'y a pas eu coup d'État au Mali, il y a quelques années là. Le Mali vient d'adopter une nouvelle constitution, M. Sounouvou. Je suis sûr que vous l'avez vu, mais vous faites exprès de ne pas l'évoquer ici pour que les populations qui nous écoutent comprennent bien
que le danger que nous soulignons, les militaires eux-mêmes en sont conscients et le soulignent. Qu'est-ce que les militaires maliens ont mis dans la nouvelle constitution qu'ils viennent de faire adopter par le peuple? Article 187 de cette nouvelle constitution. Tout coup d'État ou push est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Allez-y comprendre quelque chose. Ce sont des militaires qui ont écrit ça, ce n'est pas des civils. Et ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir par les armes. Et qui disent, bon, ce que nous on a fait, c'est amnistier. On ne doit plus en parler, on ne nous juge pas, on n'ouvre plus ce dossier, mais dorénavant, si un militaire ou un politicien s'entend avec des gens pour prendre des armes, pour faire un coup d'État, c'est un crime imprescriptible. Ce sont des militaires, encore une fois, ce n'est pas des civils. Ça veut tout dire. Et si vous avez lu ça, vous comprenez que la CEDEAO puisse tenir cette position face au cas nigérien. Vous comprenez qu'elles disent plus jamais sur notre continent, dans notre sous-région, cela ne doit se passer ici. Et alors, il n'y a plus d'excuses. Et là, il faut aussi faire entendre ça à tous ceux qui pensent que la CEDEAO en fait de trop face au Niger, qu'il faut tolérer. Il faut leur faire entendre que ce sont des militaires maliens qui ont écrit ça dans leur constitution. En parlant de l'éventualité de l'intervention militaire, à notre niveau, les informations qu'on a par rapport au Bénin, c'est ailleurs qu'on les apprend. Par exemple, on sait qu'il y a le président ivoirien aurait avancé un certain nombre d'hommes pour son pays et pour le Bénin. Quand bien même on voit que notre haute hiérarchie militaire est présente dans tout ce qu'il y a eu comme conciliabule dans le processus, et donc est très active et partie prenante de ce processus. On voudrait bien savoir, en cas d'éventualité militaire, où en sommes-nous? Est-ce que déjà la troupe est déjà constituée, le nombre d'hommes? Je vais paraphraser le président ivoirien. Est-ce que de notre côté aussi, on a déjà provisionné pour 1 mois, 2 mois, 3 mois? On voudrait quand même en savoir plus. Alors, encore une fois, l'éventualité d'une action militaire, c'est la voie que la CEDEAO choisirait si elle n'a plus d'autre choix. Si les responsables militaires en présence sur la scène au Niger ne lui laisse pas d'autre choix. Et j'ai eu à répondre à vos confrères qui m'ont posé la question en ce qui concerne la partition du Bénin, combien d'hommes nous mobilisons, quels moyens nous mettons déjà en place. Je leur ai dit, si la CEDEAO était obligée d'en arriver là, vous aurez l'occasion d'apprécier le comportement, la partition du Bénin comme des autres pays membres de la CEDEAO. Cette opération militaire entrevue, possiblement en cas d'impasse des négociations, a été ravalée à un scénario hollywoodien par un célèbre journaliste africain qui a fait ses armes sur RFI, Alain Foucault pour ne pas le nommer. Est-ce que justement ça ne montre pas qu'en vérité cette arme est utilisée par la CEDEAO pour affirmer une position de principe, mais qu'en vérité à l'opérationnel ce serait véritablement aussi improbable qu'on déciderait d'imiter en Afrique de l'Ouest l'opération Entebbe qui a permis d'exfiltrer en Ouganda des otages israéliens. Monsieur Sounouvou, vous et moi ne sommes pas des stratèges militaires. Et c'est pour ça que même les chefs d'État de la CEDEAO, quand ils ont donné l'orientation, ils ont laissé le soin aux techniciens de la chose de se retrouver, de réfléchir, de mettre en commun leurs moyens et de voir comment cela se ferait. Et rappelez-vous, il ne s'agira pas, le cas échéant, d'une guerre de la CEDEAO ou des pays de la CEDEAO contre le peuple nigérien. Il s'agirait alors d'une action ponctuelle destinée à remettre en place le président Bazoum, à restaurer l'ordre constitutionnel et ce faisant, à restaurer la souveraineté et la sécurité du Niger. Donc pour ça, faisons confiance aux instances si on devait en arriver là. La France est prompte à prêter son secours et elle a dit clairement qu'elle est solidaire de toutes les mesures prises par la CEDEAO, donc y compris l'opération d'une intervention militaire possible. Est-ce que, in fine, ce n'est pas avec
les troupes françaises positionnées au Niger, et cela justement nourrit la dégaine des panafricanistes qui considèrent que les chefs d'État de la CEDEAO sont à la solde de la France. Mais pourquoi vous n'évoquez pas le soutien des États-Unis, la solidarité des États-Unis d'Amérique à la position et aux décisions de la CEDEAO? Pourquoi vous n'évoquez pas la solidarité des Nations Unies à la position de la CEDEAO, et que ça n'est que la France qui soutient, la France qui est d'accord? Les États-Unis ont dit et répété. Au Niger. Les États-Unis ont dit et répété, l'ONU a dit et répété qu'ils et elles partagent les positions, les sanctions, les décisions de la CEDEAO. Pourquoi on ramène tout pour nous sur le continent à la France? Et c'est ça qui nourrit justement le discours que vous évoquez de certains. Oui, certains panafricanistes, je crois que il y en a parmi eux, le gros lot d'ailleurs, est de très bonne foi et considère que nos pays doivent faire ci, doivent faire ça pour s'en sortir, que nous avons été longtemps marginalisés par d'autres. Il y en a qui sont de très bonne foi. Et il y en a, hélas, un petit nombre, mais qui ne dit pas aux autres, et surtout pas aux populations qu'ils manipulent, qu'ils sont entretenus, rémunérés, entrepris par d'autres pays. Et vous savez bien, vous, M. Sounoubou, M. Noumon, puisque vous lisez la presse internationale, j'ai eu l'occasion de lire un travail de vos confrères qui a cité nommément certains d'entre eux, à qui ils ont d'ailleurs donné la parole pour démentir si oui ou non ils étaient stipendiés de tel pays, et ils ont reconnu qu'ils reçoivent de l'argent, et ça se chiffre en beaucoup de centaines de millions de dollars ou d'euros, des centaines de milliers tout au moins. Ils ont reconnu cela. Mais ils ne vont jamais dire aux populations, les discours que je viens vous tenir, c'est parce que j'ai été dans un laboratoire, on m'a dit de dire ça, on m'a donné de l'argent. Et puis, la propagande. Et puis, certains parmi eux qui pensent que la France est la source de tous les malheurs des pays africains, c'est la France. Ils ont le passeport français, ils ont la double nationalité. Et pourquoi ils ne renoncent pas depuis à cette nationalité-là pour dire nous on se consacre à notre nationalité africaine? On ne veut plus être français. On en a vu déchirer billets de banque. On en a vu juste retour des choses. On en a vu déchirer billets de banque CFA. On veut les voir aussi déchirer le passeport français, la carte d'identité française pour dire nous, on est africains pur sang, on ne veut plus rien faire avec la France. La France ne nous empêche pas de nous développer. La France n'empêche pas le panafricanisme de prospérer. Personne n'a dit au président Talon, quand il a pris le pouvoir, de prendre la décision qu'il a prise d'exonérer ou d'exempter de visa d'entrée au Bénin tous les citoyens africains. Donnez-moi un meilleur exemple. Au panafricanisme, je l'ai dit, chiche, le Bénin c'est chez vous. Le président Talon vous dit, vous n'avez pas besoin de visa pour arriver ici. Et ça, c'est depuis le début de son premier mandat. Oui. Quel autre acte éloquent de patriotisme vous voulez avoir d'un dirigeant africain? Le même président Talon est devenu la voix de l'Afrique sur certaines questions essentielles. La dette, le financement du développement africain. Quand vous le voyez prendre la parole à l'intérieur de ces sujets, ça n'est pas que le Béninois qui parle. Et le président Talon, il n'a pas d'une double nationalité, je vous le souffle. Vous le saviez, mais je vous le souffle. Il n'est que Béninois. Et il parle pour l'Afrique. C'est une voix pour l'Afrique. C'est ça, le panafricanisme agissant. Ce n'est pas celui qui exploite la misère des peuples. Ce n'est pas celui qui entretient la confusion au sein des masses pour leur faire croire que tel serait entièrement responsable de leurs maux et de leurs manques et que tel autre serait la solution à ces maux et à ces manques, qu'il faut quitter tel pour aller à tel. Ça n'est pas cela, le panafricanisme. Le panafricanisme d'aujourd'hui doit aller avec nos soucis de développement et accompagner, encourager ce qui se fait bien. Donc là-dessus, vous pouvez être rassuré qu'avant l'heure, le président Talon était déjà engagé sur la voie du panafricanisme. En revenant au cas de la CEDEAO, il semble se dégager un axe fort, c'est-à-dire Abuja, Cotonou, Abidjan et Dakar. Au moins, ceux-là, on les voit, ils parlent, ils assument leur position. Est-ce qu'au-delà des discours d'ensemble, on n'a encore vu personne se désolidariser dans la sous-région des conclusions de la CEDEAO. Mais on sait, par exemple, que le président togolais, de son propre chef, a initié, on va le dire probablement dans le dos de ses pairs, une sorte de médiation. Est-ce que, en réalité, avec les militaires nigériens, vous m'informez? Oui. On le sait. Ça se suit. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on sait la position
en tout cas Nini de la Mauritanie. Est-ce que d'autres qu'on sait assez prolixes par le passé sur ces questions et qui ne disent pratiquement rien là-dessus, est-ce que ça dénote d'une certaine discordance entre les chefs d'État, d'une certaine tension, ou est-ce qu'il y a certains qui font du pantouflage et d'autres qui assument clairement leur position? Je ne peux pas commenter cela parce que je ne suis pas introduit comme vous, journaliste, dans certains milieux, et donc je n'ai pas ces informations-là. Par contre, ce que je sais de base, c'est qu'il n'y a presque pas de situation de décision qui fasse l'unanimité partout. Peut-être que ce que vous dites, à l'intérieur, il y en a qui ont exprimé des réserves ou qui ont dit, bon, je ne peux pas m'engager jusqu'à tel jour. Peut-être, je dis bien peut-être, à l'intérieur. Et que maintenant, à l'extérieur, ils fassent si ou prennent telle ou telle initiative, leurs pairs, si c'était le cas, apprécieront. Est-ce qu'en revanche, on doit mettre sur le compte de la propagande ou du fantasme panafricaniste certaines postures qui considèrent quand même que nos pays africains, le Niger en l'occurrence, dernier pays en crise politique en date, sont le théâtre d'une confrontation d'intérêts au niveau des puissances étrangères. Il nous a pas échappé que l'Italie ne s'est pas rageusement mis derrière la position de la France sur la crise du Niger et bien d'autres pays que je n'ai pas envie de citer, passons la Russie. Je crois que personne n'exclurait qu'il se joue aussi de la géopolitique ou de la géostratégie, autant de données qui sont éloignées des préoccupations quotidiennes de nos populations qui en sont encore à la recherche du minimum pour leur subsistance. Et ce qui compte pour les dirigeants de la CEDEAO, c'est de faire en sorte que cette situation se résolve assez vite afin que le peuple frère du Niger n'ait pas à payer un lourd tribut à l'impéritie de certaines personnes et que la situation s'améliore au plus vite. Nous n'avons pas envie que nos frères du Niger soient en situation de manque absolu, que la disette ou la famine s'installe, que les maladies s'installent. Personne ne souhaite ça pour le peuple frère du Niger. Et donc il appartient aussi à ces militaires d'être responsables et de mesurer les effets de leur comportement sur le peuple innocent pour se dire, ben, ça ne vaut pas tant la peine que ça. Nous sommes une démocratie, toutes les démocraties ont leurs tribulations, nous pouvons trébucher parfois, oui, et nos dirigeants élus peuvent manquer, mais si nous voulons, nous, en tant que militaires, prendre le pouvoir, il y a des voies légales qui sont prévues. Au Bénin, par exemple, si vous êtes militaire et que vous avez envie de devenir président de la République, c'est simple. Il faut démissionner. Vous déposez votre treillis. Vous êtes sûr que vous êtes populaire, vous avez les solutions aux problèmes du pays, vous déposez votre treillis, vous déposez les armes, et puis vous venez à la compétition. Si vous gagnez, vous êtes installé. Et dans d'autres pays, c'est pareil. Mais on ne vous dit pas, militaire, vous pensez que vous pouvez faire, allez, prenez les armes et dégagez celui qui est là. Regardez, presque partout au monde, vous allez voir que les présidents qui sont élus, qui ont des ambitions, qui veulent faire des réformes et qui osent effectivement les mettre en œuvre, ils peuvent paraître impopulaires sur un moment. Mais une fois que c'est parti, la machine a pris, les résultats commencent à tomber, le vent a soufflé et on voit les résultats et ça passe du tout au tout. Ils sortent de l'impopularité pour entrer dans le triomphe populaire. Or, si les peuples ou les militaires n'avaient pas la patience de regarder et de les voir faire, on aurait perdu ces peuples-là sur l'après, tous les gains qu'ils ont eu. Par exemple, quelqu'un qui a fait 10 ans et qui, sur 2 ou 3 ans, a été impopulaire parce qu'il a engagé des réformes, mais dont lui savait que les résultats viendraient plus tard, vous empêchez ça, les gains obtenus sur 7 ans, vous les auriez perdus. Et le peuple avec. Donc, la solution, définitivement, ça n'est pas de venir par les armes, mettre fin au mandat démocratique de président ou de dirigeant élu. La solution, c'est de pratiquer la démocratie avec ses faiblesses et de l'améliorer au fur et à mesure pour qu'à terme, nous ayons des démocraties majeures, des démocraties matures et que celui qui perd les élections considère que ce n'était pas son tour, qu'il se prépare pour une prochaine élection. Que celui qui gagne les élections s'emploie à mettre en œuvre sa politique
parce qu'il en est responsable et qu'il soit prêt aussi à répondre dans les urnes devant les populations. Voilà, sur le champ des négociations, il y a comme une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. On a vu, en tout cas, on apprend que la junte serait dans de meilleures dispositions pour dialoguer avec la CEDEAO à la faveur de cette sorte de, en tout cas, de ces envoyés, on va dire, ou de cette mission de médiation religieuse dont on a eu vent. Est-ce que ça veut dire que ça permet à la CEDEAO de rattraper, disons, ce couloir de la négociation qui était, disons, fermé, puisqu'on se souvient que la tentative de la CEDEAO, concomitamment avec l'ONU, a été, on va dire, renvoyée. Quelle perspective ça nous offre pour une sortie de crise assez probante? Pour la CEDEAO, ce couloir n'était même pas fermé. Et vous ne le soulignez pas assez, c'est la CEDEAO encore qui aura fait montre d'une grande patience. Le premier ultimatum qu'elle a donné a expiré et elle n'est pas passée à l'action militaire tout de suite. Au contraire, elle a encore dit sa disposition d'esprit à discuter, à entreprendre le dialogue. Donc la CEDEAO a toujours été prête pour le dialogue. Si, à la bonne heure, les interlocuteurs en face qui s'y refusaient commencent à dire « nous sommes prêts », c'est sûr que la CEDEAO va les écouter maintenant et voir avec eux comment on met en œuvre les mesures, les solutions pour rétablir l'ordre au Niger afin que la sécurité du pays soit préservée, que l'intégrité des dirigeants démocratiquement élus soit préservée et que l'ordre constitutionnel reparte de plus belle. Justement, parlant d'ordre constitutionnel, on finit là-dessus, on est complètement à lisière, quelques secondes pour finir ce plateau. Au cas où on ne le souhaite pas, on croise les doigts, les putschistes opposeraient une fin de non-recevoir à la requête de la CEDEAO de voir rétablir le président élu Bazoum, donc impasse. Est-ce que le chef d'État béninois va solliciter l'autorisation du Parlement ou va passer par-dessus la volonté du Parlement avant de déployer la solution militaire? Non, d'abord, ce ne sont pas les putschistes dont vous parlez, les militaires ici, preneurs d'otages, qui ont élu le président Bazoum. Ce n'est pas eux seuls, c'est le peuple qui l'a élu. Et au demeurant, la constitution nigérienne prévoit les modes de dévolution du pouvoir en cas de vacances. Donc si pour une raison ou une autre, le président élu était finalement dans l'incapacité d'exercer son mandat, la constitution nigérienne a prévu les moyens pour ce faire. Est-ce que le président béninois irait au Parlement? J'ai dit tout à l'heure et redit que nous ne déclarons pas la guerre au Niger. Ce n'est pas une déclaration de guerre, il n'y aura pas de guerre entre le Bénin et le Niger. Ce que la constitution du Bénin a prévu, c'est que si nous déclarons la guerre à un autre pays, nous informions l'Assemblée nationale qui en débattrait. Il ne s'agit pas de ça ici. Nous sommes dans une dynamique sous-régionale qui elle-même ne consiste pas à mener une guerre des populations de cette sous-région contre les populations du Niger. Non. Donc, en l'espèce, il n'est point besoin d'aller dire à l'Assemblée nationale et voilà la situation, nous voulons faire ci, nous ne sais pas de ça qu'il s'agit. Donc, si les conditions étaient remplies pour ce que vous dites, très certainement que la formalité serait accomplie. Retour de l'ordre constitutionnel, d'accord, mais avec ou sans Bazoum? Oui. Pour la CEDEAO, jusqu'à nouvel ordre, le président du Niger, c'est M. Mohamed Bazoum. C'est lui qui a été élu par les populations du Niger et son mandat est encore en cours. François-Xavier Noumon, merci beaucoup d'avoir co-officié ce plateau avec moi et face le porte-parole du gouvernement qui vient exposer, clarifier la position du président béninois qui est solidaire des mesures prises par la CEDEAO face à la situation de crise au Niger. On croise les doigts tout simplement en espérant que les bonnes dispositions témoignées par les putschistes aux dernières heures augurent d'un bon dénouement, un dénouement heureux de la crise au Niger pour que le Niger n'implose pas et les pays de la sous-région avec. Merci de nous avoir suivis et après le porte-parole du gouvernement, on entendra sans doute des acteurs de la classe politique pour aussi opiner sur la position du gouvernement et puis les commentateurs viendront derrière. Merci.